Alors d'abord, évidemment, comme mes prédécesseurs, je tiens à remercier les organisateurs du colloque, et tout particulièrement Vincent Gautret et Moustapha Mekki pour leur accueil et l'organisation, et puis surtout pour m'avoir mis en fin de journée. C'est vraiment sympa. Alors, je vais vous parler de l'arbitrage de masse. Alors, c'est un sujet pour lequel j'ai particulièrement de tendresse, puisqu'il mêle plusieurs questions auxquelles je me suis beaucoup intéressé au cours de mes recherches. La pluralité des justices, évidemment, la procédure, les contrats internationaux et les nouvelles technologies. Alors, pourquoi s'intéresser à l'arbitrage de masse? Alors, d'abord, quelques remarques liminaires rapides. Je vais être très rapide sur l'introduction parce que je voudrais assez rapidement entrer dans le vif du sujet, d'autant que j'ai peu de temps pour le faire. Plusieurs remarques liminaires. D'abord, une première remarque, c'est que contrairement à la médiation, l'arbitrage est devenu manifestement un mode de règlement des litiges suffisamment mainstream, suffisamment usuel pour qu'il ne fasse pas en lui-même l'objet d'une présentation aujourd'hui. Ça a paru évident que dans les justices plurielles, l'arbitrage, au fond, c'est une justice qu'on connaît bien maintenant. Et du coup, on s'est intéressé à quelque chose de plus exotique, l'arbitrage de masse. La deuxième remarque, c'est que l'arbitrage de masse, l'idée d'arbitrage de masse, est a priori un oxymore. En effet, l'arbitrage, c'est un mode de règlement des litiges consensuel, conventionnel ordinairement, donc qui provient d'une convention, d'un contrat, et qui est donc gouverné en principe par une logique d'effet relatif, comme tous les contrats, et qui va lier 2 personnes, 3 personnes, éventuellement un petit peu plus, mais pas une masse. Donc il y a vraiment une opposition logique a priori entre l'origine, la source de l'arbitrage, et l'idée de masse. Alors, comme c'est un sujet encore assez mal connu et que j'ai un temps limité, je vais d'abord commencer dans un premier temps par présenter ce qu'est l'arbitrage de masse, et dans un second temps par m'intéresser aux différentes questions qu'il suscite, sachant que c'est quelque chose d'encore assez expérimental à ce stade, en tout cas en droit français. Alors d'abord, l'arbitrage de masse, de quoi parle-t-on? Alors, l'arbitrage, je l'ai dit tout à l'heure, un bref rappel, parce que dans les débats de ce matin, il m'est apparu qu'il n'était peut-être pas inutile de préciser ce qu'on devait entendre par arbitrage. L'arbitrage, c'est un mode de règlement des litiges qui est tout à fait contentieux, qui ressemble, à vrai dire, à s'y méprendre au mode de règlement des litiges habituel, à la justice étatique. C'est un mode de règlement des litiges par lequel les parties décident, choisissent de soustraire leur litige éventuel, ou leur litige déjà né d'ailleurs, au juge étatique, à tout juge étatique, pour le soumettre à un ou plusieurs arbitres, c'est-à-dire à une ou plusieurs personnes privées auxquelles elles confèrent un véritable pouvoir juridictionnel. À première vue, l'arbitrage donc suppose un accord des parties, une convention d'arbitrage qui prend ordinairement la forme d'une clause compromissoire, c'est-à-dire de la clause d'un contrat par laquelle les parties décident du recours éventuel en cas de litige à l'arbitrage, ou éventuellement d'un compromis, c'est-à-dire d'une convention par laquelle les parties décident de soumettre leur litige déjà né à un arbitrage. Évidemment, on peut imaginer un contrat qui va lier plus de 2 parties, un contrat qui va lier 3, 4, 5 parties, et donc on peut imaginer que si on augmente le nombre de parties liées par un contrat, on va s'approcher de l'idée de masse, mais en réalité, c'est pas du tout de ça qu'on parle quand on parle d'arbitrage de masse. Lorsqu'on a un arbitrage qui va lier 2, 3, 4, 5, 6 parties, on va parler d'arbitrage multipartite, enfin au-delà de 2, on va parler d'arbitrage multipartite, mais pas d'arbitrage de masse. L'arbitrage de masse, on dit encore aussi parfois arbitrage collectif, suppose de passer ce seuil, d'aller véritablement au-delà. Alors, c'est pas vraiment une notion juridique, l'idée d'arbitrage de masse. Il n'y a pas un critère qui permet de délimiter l'arbitrage classique et l'arbitrage de masse. Donc, je ne peux pas vous en donner un, mais disons que l'arbitrage de masse vise des hypothèses dans lesquelles quantitativement et qualitativement, on est bien au-delà de l'arbitrage multipartite classique. Alors, la meilleure manière de l'expliquer, je pense, puisque ce n'est pas une notion technique, c'est de l'illustrer, de donner des exemples. Le premier domaine qui a vu apparaître des arbitrages de masse, c'est celui des dettes souveraines. Une affaire l'illustre particulièrement bien, c'est l'affaire Abaclat et autres contre Argentine, qui a donné lieu à une importante sentence arbitrale CIRDI, une décision de CIRDI sur la compétence de 2011. Alors, de quoi s'agissait-il? Il s'agissait de l'Argentine. L'Argentine avait émis dans les années 90 des obligations souveraines qui avaient été acquises sur de nombreuses places financières nationales et internationales par des porteurs, donc des petits porteurs, des banques, etc. Des obligations qui étaient libellées en monnaie étrangère, enfin essentiellement libellées en devises étrangères. Et comme chacun sait, dans les années 2000, l'Argentine a fait face à une crise économique extrêmement importante. Crise économique qui l'a obligé d'abord dans un premier temps à suspendre le paiement de ses obligations en 2001 et à restructurer la dette en dévaluant le peso. Enfin, dévaluant le peso, ce qui a donc aggravé la dette en monnaie étrangère, et donc ils ont été conduits à restructurer la dette, c'est-à-dire à proposer aux titulaires de ces obligations, aux porteurs,
d'échanger ces obligations contre d'autres obligations, des nouvelles obligations, avec des nouvelles garanties, etc. Certains ont accepté cet échange, d'autres n'ont pas accepté, et ce sont ceux-là qui ont saisi le CIRDI, donc le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, d'un arbitrage massif, puisque, pour bien prendre la mesure de la différence avec les arbitrages multipartites dont je parlais tout à l'heure, dans cette affaire-là, au départ, il y avait 180 000 demandeurs contre l'Algérie, ce qui était réduit ultérieurement à 60 000, mais on voit bien l'idée de masse. Alors ici, il y a une particularité dans l'exemple que je donne, c'est que l'arbitrage d'investissement, contrairement aux hypothèses habituelles d'arbitrage commercial, l'arbitrage d'investissement ne repose pas sur une convention d'arbitrage classique, mais il repose sur une convention internationale ou éventuellement sur un traité bilatéral d'investissement que signent les États et par lequel l'État va donner unilatéralement son consentement à un éventuel arbitrage ultérieur. Et ce sont l'autre partie, donc les personnes privées, qui vont en quelque sorte adhérer à ce consentement unilatéralement donné en mettant en place l'arbitrage. Alors, on voit bien que les arbitrages d'investissement, vu ce schéma, c'est-à-dire l'une des parties donne son consentement d'emblée et les autres vont pouvoir s'y agglutiner, on voit bien que ce schéma est particulièrement propice à une hypothèse d'arbitrage de masse. Mais le droit des investissements n'est pas le seul exemple, le seul domaine qui est concerné par l'arbitrage de masse. Tout domaine dans lequel une action collective est concevable peut a priori donner lieu à un arbitrage collectif, à un arbitrage de masse. Et donc pour le droit français, c'est en premier lieu essentiellement le droit de la consommation qui est en ligne de mire. Là, il faut préciser quelque chose qui n'est pas forcément non plus évident pour les juristes canadiens, c'est qu'en droit français, l'idée d'action de groupe, l'idée de class action, comme on peut la trouver aux États-Unis, n'est pas du tout quelque chose de naturel. Évidemment, on a toujours eu des mécanismes pour regrouper les litiges, pour regrouper les défendeurs, des hypothèses de connexité, de forts déco-défendeurs, des compétences dérivées, ce genre de choses. Mais l'idée de class actions à l'américaine n'existait pas, et c'est quelque chose qui avant n'existait pas du tout, et qui reste très étrange pour le juriste français. Une loi de 2014 l'a introduite, en matière de consommation précisément, et une loi de 2016 a étendu la possibilité de ces actions de groupe, on parle d'actions de groupe, aux questions d'environnement, de discrimination, de santé publique et de droit des données personnelles. Mais en l'état, en droit français, ça reste extrêmement peu usité. Pour l'instant, c'est un échec cuisant, l'action de groupe judiciaire qui est introduite en droit français. Alors, cela dit, dans toutes ces hypothèses que je viens de citer, et en réalité dans toutes les hypothèses dans lesquelles il va y avoir un préjudice de masse, un préjudice subi par énormément de personnes, eh bien, on peut s'interroger sur la possibilité de passer par un arbitrage sur les modalités, et sur la possibilité et les modalités d'un arbitrage collectif en lieu et place d'une action de groupe collective judiciaire. Évidemment, il y a des risques à ce passage par le biais de l'arbitrage plutôt que par la justice étatique classique. En particulier, la souplesse qui est inhérente à l'arbitrage, et surtout à l'arbitrage international, peut faire craindre, on en reparlera après, peut faire craindre un risque de dilution de l'impérativité et peut faire craindre que l'arbitre n'appliquera pas certaines règles impératives, certaines réglementations impératives que les parties veulent éventuellement éviter. En matière d'environnement, par exemple, c'est quelque chose qui est tout à fait qui est susceptible d'être problématique. Il y a un autre problème qui a souvent été pointé, c'est que ça risque, à terme, si ça marchait, ça risquerait d'assécher la jurisprudence. Et comme on est en plus dans une logique de big data, de justice prédictive, eh bien évidemment, ça ne serait pas une très bonne chose. Mais il y a aussi des avantages. Il y a les avantages qui sont ordinairement liés à l'arbitrage, qui sont bien connus et qui pourraient être mis à profit dans ces contentieux de masse. La célérité de l'arbitrage, la compétence des arbitres, la souplesse, qui peut aussi évidemment être un avantage, les moyens importants que peut avoir un arbitrage si les parties s'en donnent les moyens. Donc il y a de bonnes raisons de penser que l'arbitrage pourrait être un outil adéquat pour régler ce type de litige. D'autant que le principal défaut de l'arbitrage, hormis ceux que j'évoquais tout à l'heure, le principal défaut de l'arbitrage, c'est-à-dire son coût, serait ici fortement dilué par le nombre et l'importance des plaideurs. Alors, quelles sont alors les questions auxquelles exposent les problèmes et les difficultés juridiques auxquelles exposent de tels arbitrages? Alors, je vais à peu près laisser de côté les questions propres aux arbitrages d'investissement, parce qu'il me semble qu'on est un petit peu loin des préoccupations ordinaires du CRDP. On est en matière de dette souveraine, on est un peu à la limite, on voit bien du droit public et du droit privé.
Je signale donc juste, pour que vous les connaissiez, les deux questions principales. La première question principale qui se pose dans ces arbitrages de masse d'investissement, c'est d'abord la notion d'investissement. Est-ce que véritablement, l'hypothèse que j'ai décrite dans l'affaire Abaclad contre Argentine, est-ce que véritablement c'est une logique d'investissement? Et est-ce que ces litiges rentrent vraiment dans le domaine de la source qui est sollicitée, c'est-à-dire de la Convention de Washington, si on est dans un arbitrage CIRDI, ou le traité bilatéral d'investissement qui va être mis en œuvre dans un litige donné. Donc ça, c'est une question qui est extrêmement récurrente. Est-ce qu'on est vraiment en matière d'investissement? Est-ce qu'on est vraiment dans le cadre du texte, que ce soit un TBI ou une convention internationale, utilisée par les demandeurs? La deuxième question, c'est la question du consentement de l'État qu'on pourrait retrouver aussi dans les autres hypothèses d'arbitrage de masse. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, dans la logique du droit des investissements, par la Convention internationale ou le traité bilatéral d'investissement, l'État donne unilatéralement et définitivement son consentement à d'éventuels arbitrages futurs. Mais est-ce quand il a juste donné son consentement à un arbitrage, est-ce que ça veut dire qu'il a accepté un arbitrage de masse? Alors évidemment, il y a des débats. Certains considèrent qu'il doit donner deux consentements, un consentement à l'arbitrage en général et un consentement spécifique à l'arbitrage de masse, qui peut éventuellement résulter des dispositions d'un traité bilatéral d'investissement. Mais par exemple, dans la Convention de Washington, il n'y a aucun élément en ce sens-là. Certains considèrent, comme le CIRDI lui-même, en premier lieu, que le consentement en général à l'arbitrage suffit. Alors pour les autres domaines, la question première, c'est celle de la licéité du recours même à l'arbitrage. Avant même de s'interroger sur la possibilité d'un arbitrage de masse, il faut se demander si on peut faire un arbitrage. Et en matière de consommation, j'indiquais tout à l'heure que c'était l'enjeu essentiel en droit français pour l'instant, en matière de consommation, c'est rien moins qu'évident qu'on peut faire un arbitrage. Ici, il faut peut-être distinguer l'arbitrage interne et l'arbitrage international, sous l'angle du droit français. En matière interne, il y a de nombreux arguments qui me semblent plaider assez clairement contre l'efficacité des clauses compromissoires en matière de consommation. D'abord, l'article 2061 du Code de procédure civile déclare les clauses compromissoires inopposables aux consommateurs dès lors qu'elles n'ont pas été conclues dans le cadre d'une activité professionnelle. Enfin, elle les déclare inopposables à l'une des parties si elle n'a pas conclu dans le cadre de son activité professionnelle. Évidemment, le consommateur ne conclut pas dans le cadre de son activité professionnelle, donc à ce stade-là, on peut déjà penser que c'est réglé. En plus, l'article L423-25 du Code de la consommation français répute non écrite toute clause qui, d'une manière ou d'une autre, vise à empêcher l'action de groupe. Et alors là, il y a une question d'interprétation. Est-ce que la clause qui prévoit la possibilité d'un arbitrage de groupe, d'une action de groupe arbitrale, est une clause qui vise à empêcher l'action de groupe? Évidemment, l'action de groupe qu'a en vue le législateur, c'est l'action de groupe judiciaire. Mais on pourrait considérer une interprétation constructive, souple. Donc là aussi, il y a un débat. Et enfin, l'article R212-2 du Code de la consommation place les clauses compromissoires dans la liste grise des clauses abusives, c'est-à-dire les clauses qui sont présumées abusives. Alors donc en matière interne, ça me paraît assez difficile en tout cas de passer par des clauses compromissoires. En matière internationale, a priori c'est plus souple. En matière internationale, c'est plus souple. La question est complexe. L'article 2061 du Code civil est inapplicable en matière internationale. La jurisprudence serait très claire sur ça, donc on n'a pas besoin d'une clause conclue à raison d'une activité professionnelle. Donc ça c'est plus souple. Et il est vrai qu'il y a un vieil arrêt Jaguar de la Cour de cassation qui semble admettre la possibilité d'un arbitrage en matière de consommation. Pour des raisons que je n'ai pas vraiment le temps d'expliquer, ça ne me paraît pas aussi clair que ça. Alors il y a évidemment ceux qui sont favorables à l'arbitrage en matière de consommation ou à l'arbitrage de masse en matière de consommation diront que ça suffit, que l'arrêt Jaguar l'autorise. Ça ne me paraît pas aussi clair que ça. D'abord parce que l'arrêt Jaguar n'est pas du tout aussi clair, c'est un litige très particulier, c'est un contrat de consommation, mais c'est un contrat de consommation dans lequel le consommateur avait pré-réservé une Jaguar qui valait plusieurs millions de francs dans le but de la revendre. Donc c'est un contrat de consommation, mais c'est aussi un acte de commerce par nature, donc on est à la limite. Ensuite, pour des raisons procédurales, la Cour n'a pas vraiment dit que c'était licite, elle a dit que c'était pas manifestement, que la clause n'était pas manifestement nulle, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et surtout, on était avant la loi qui a placé les clauses compromissoires dans la liste grise des clauses abusives. Donc, même en matière internationale, ça me paraît à tout le moins incertain. Dans les autres domaines, qui sont susceptibles d'impliquer des préjudices de masse, il n'y a pas a priori de limite du même ordre, puisque a priori les autres domaines que j'ai énumérés sont des domaines dans lesquels les parties ont la libre disposition de leurs droits, donc elles peuvent recourir assez logiquement à l'arbitrage, et elles n'impliquent pas, a priori en tout cas, de parties faibles. Alors,
Si on suppose que la clause d'arbitrage, le recours à l'arbitrage est possible, quelles seraient les modalités concrètes de ce recours à l'arbitrage de masse? Plus précisément, alors, première question, comment va se manifester le consentement des membres du groupe? Encore une fois, je ne parle plus des arbitrages d'investissement, ça on a à peu près vu comment ça pourrait se produire, mais je parle des arbitrages commerciaux classiques. Comment se manifeste le consentement des membres du groupe? Ici, il y a deux questions qui sont a priori distinctes, mais qui se télescopent quand même beaucoup. La première question, c'est celle de savoir par quelle forme va s'exprimer le consentement. Est-ce que ça va être des clauses compromissoires, une multitude de clauses compromissoires dans des contrats en amont de tout litige, ou est-ce que ça va être uniquement par le biais d'un compromis, c'est-à-dire après la naissance du litige, ce qui évidemment limiterait l'efficacité de l'arbitrage de masse. Deuxième question, qui a priori est différente, mais qui en réalité est très fortement liée, est-ce qu'on choisit une logique d'opt-in ou une logique d'opt-out pour cette action de groupe? Alors, pour répondre à cette question, je pense qu'il faut distinguer selon les domaines, selon les différents domaines que j'ai énumérés. Dans les contentieux qui ont une base contractuelle, par exemple les contentieux de consommation, si on suppose que c'est licite, eh bien, on peut effectivement imaginer qu'une clause compromissoire, ou plus exactement une multitude de clauses compromissoires, soit à la base de l'arbitrage de masse. Donc on aurait des contrats dans lesquels il y aurait une clause qui prévoit qu'en cas de litige, eh bien, le consommateur pourra avoir recours à un arbitrage de masse, enfin devra avoir recours à un arbitrage de masse arbitral. Avec une précision toutefois, c'est que pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure, il me semble que même en matière internationale, ces clauses devraient être que des clauses unilatérales, c'est-à-dire, comme en matière d'investissement, des clauses qui lieraient le professionnel, mais qui ne lieraient pas nécessairement le consommateur, qui lui laisseraient la liberté soit de passer par une action de groupe arbitrale, soit de passer par autre chose, c'est-à-dire une action de groupe judiciaire ou une action individuelle. Je vois difficilement j'imagine difficilement qu'on considère licite une action qui obligerait le consommateur à passer par l'action de groupe arbitrale. Alors, dans les contentieux sans base contractuelle, c'est-à-dire dans les hypothèses dans lesquelles il n'y aurait pas de relation contractuelle à l'origine, par exemple, je ne sais pas, les atteintes lourdes à l'environnement, les grandes hypothèses de pollution lourde, etc., il me semble que seul un compromis serait envisageable, puisqu'il n'y a aucun moment où la clause compromissoire pourrait être stipulée. Et donc ça se passerait après les faits, c'est concevable, mais on voit bien que ça risque de moins bien marcher, évidemment. Alors quant au choix entre opt-in et opt-out, c'est sûr que l'opt-out, la logique de l'opt-out, c'est-à-dire l'hypothèse dans laquelle les membres du groupe devraient expressément positivement choisir de sortir de l'action de groupe, sinon elles y seraient nécessairement incluses, garantirait l'efficacité de l'action de groupe. Alors, si on est favorable à l'arbitrage de masse, eh bien, on doit considérer que l'opt-out est la meilleure solution, mais il me semble que dans certains domaines, et typiquement en matière de consommation, la logique de l'opt-in est la seule qui soit acceptable pour les raisons que j'ai déjà évoquées. Alors, comment se déroulerait ensuite l'arbitrage? Il y a plusieurs questions. D'abord, la question de la loi applicable. En matière d'arbitrage, et tout spécialement en matière d'arbitrage international, les parties jouissent d'une grande liberté. Au fond, cette liberté, évidemment, est un élément de souplesse qui va leur permettre de choisir la loi applicable qui leur paraîtra la plus adaptée à la situation. Mais il y a un risque, je l'évoquais tout à l'heure, c'est un risque de dilution de l'impérativité, un risque de disparition des règles normatives, qui est un risque modéré, parce qu'une fois que l'arbitre rendra sa sentence, eh bien, elle pourra être contrôlée par le juge étatique, qui pourra éventuellement censurer la sentence de l'arbitre pour méconnaissance de l'ordre public international s'il a méconnu des réglementations impératives qu'on estimait applicables. Donc c'est un risque modéré, mais c'est un risque qui existe manifestement. En matière de procédure, il y a aussi cette souplesse, surtout à nouveau en matière internationale, on retrouve à nouveau cette idée de souplesse qui est souhaitable et qui va permettre de s'affranchir des carcans des règles étatiques, et je pense par exemple au carcan très rigoureux des règles françaises de l'action de masse judiciaire. Là, l'élément de souplesse serait une manière, par exemple, d'avoir un arbitrage de masse dans des hypothèses où le droit français ne prévoit pas d'action de groupe judiciaire. Reste, dernière question des modalités, et puis j'ai fini parce que je dépasse mon temps. En même temps, comme je suis le dernier, j'ai le droit. Reste la dernière question, celle de l'arbitrage en ligne, dont on a finalement assez peu parlé. On a assez peu parlé des litiges en ligne. L'arbitrage étant caractérisé par sa grande souplesse, notamment procédurale, je viens de le dire, et l'arbitrage, et surtout les questions d'arbitrage de masse étant très sensibles à la question des coûts, eh bien l'utilisation des nouvelles technologies pourra évidemment trouver un terreau très favorable, on l'a dit plusieurs fois aujourd'hui. Un des intérêts de ces nouvelles technologies, c'est de baisser les coûts. C'est contesté, mais c'est quand même un peu l'idée.
À plus forte raison en matière d'arbitrage de masse, puisqu'ici on voit bien qu'Internet aurait, le fait de le faire en ligne, aurait un intérêt supplémentaire, c'est que ça permettrait à des gens extrêmement nombreux de se retrouver au même endroit, alors ce sera un endroit virtuel, mais de se retrouver au même endroit, au même moment, ensemble. Donc l'arbitrage en ligne serait envisageable. Est-ce que ce serait une bonne chose? Est-ce que c'est totalement possible? L'article 4 de la loi de programmation et de réforme pour la justice de mars 2019 envisage de tels arbitrages. On a parlé tout à l'heure de la médiation, elle envisage aussi la même chose pour l'arbitrage. Alors, le principe semble acquis. Il peut a priori y avoir des arbitrages en ligne. La principale limite qui est prévue, enfin il y a deux principales limites qui sont prévues, qui tiennent à l'utilisation de l'intelligence artificielle et des algorithmes. L'arbitrage ne peut pas se dérouler entièrement à travers des algorithmes. Autrement dit, en l'état, la loi interdit qu'on remplace les arbitres par des logiciels, par des algorithmes, par des machines. Donc le juge robot, on n'y est pas encore. L'arbitre robot, on n'y est pas encore. Et surtout, même s'il y a une utilisation des algorithmes accessoires, qui donc ne peut être qu'accessoire, s'il y en a une, eh bien les parties doivent en avoir été informées. Autrement dit, pour l'instant, on refuse clairement l'idée d'un arbitre robot. Alors ça me paraît évidemment sage. Au-delà des évidentes questions d'éthique, la technologie actuelle, ça c'est quelque chose qui est très clair, la technologie actuelle ne permet pas du tout de remplacer l'arbitre par un robot. On l'a vu notamment quand on a eu cette discussion sur la blockchain dans la magnifique salle que Vincent évoquait tout à l'heure, ou l'année dernière dans la même salle sur le numérique. Quand on fait venir des informaticiens, des spécialistes techniques de ces questions-là, ils nous disent qu'en l'état, il n'est pas du tout question de remplacer l'arbitre ou le juge par un robot. On ne sait pas encore faire. Donc, en l'état, l'intelligence artificielle, les algorithmes, ce sont des outils qui peuvent être mis au service de l'arbitre, au service du juge, au service des parties d'ailleurs, pour mieux juger. Mais la question, cela dit, se pose, quand sera-t-il demain, quand il sera techniquement possible de faire prendre la décision par un algorithme? Et quoi qu'on en pense, ce sera forcément possible à court ou moyen terme. On va forcément arriver à un moment où, effectivement, on pourra remplacer l'arbitre par une intelligence artificielle. Alors évidemment, à nouveau, des arguments de coût, notamment de coût public, vont plaider en faveur de ce remplacement du juge ou de l'arbitre par une intelligence artificielle, mais est-ce qu'on peut l'accepter? Bien, se poser la question, c'est revenir à toutes les questions qu'on s'est posées aujourd'hui. Finalement, c'est se poser la question de ce qu'on entend par justice, de ce qu'est la justice, de ce que signifie l'acte de juger. Est-ce que l'acte de juger, c'est donner un litige, donner le résultat cohérent, le résultat rationnel, le résultat prévisible? On parlait d'Antoine Guérapon ce matin. Est-ce que c'est uniquement appliquer des règles, ou alors là, effectivement, l'ordinateur peut le faire aussi bien que l'homme, enfin pourra sûrement un jour le faire aussi bien que l'homme, ou est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est avoir un cœur, comme un intervenant le disait ce matin, je ne sais plus qui est l'intervenant. Est-ce que c'est avoir un cœur? Est-ce que c'est humain? Eh bien, c'est une question qui, à mon avis, est assez cruciale pour notre société de demain, et qui, au fond, a été là toute la journée. On a discuté que de ça toute la journée. Je vous remercie.